L'unité alphabet de Jussi Adler-Olsen, traduit du danois par Caroline Berg, lu par Benjamin Jungers. Il naviguait à moins de 200 km/h, une allure qui, par ce temps, faisait gronder la coque de l'avion d'un bourdonnement de mauvais augure. « Il va falloir voler en zigzag au-dessus de la nationale, James. Mais sois prudent, les versants sont escarpés par endroits. Tu distingues quelque chose ? On devrait avoir une bonne visibilité aux abords de Geising. » Je ne vois rien du tout, à part que la route est anormalement large. Regarde ces arbres. Tu as remarqué comme la forêt est dense ? Tu crois que c'est un filet de camouflage ? Aucune idée. S'il y avait eu des usines ici, il aurait fallu les bâtir à flanc de montagne. Brian doutait fortement que quiconque ait eu une idée pareille. Si les installations venaient à être découvertes, elles seraient trop exposées à un bombardement de précision. On perd notre temps, James. Il n'y a pas de construction récente dans ce secteur. Dans le cas où il ne trouverait rien d'intéressant, les ordres étaient de repartir vers le nord en suivant la voie ferrée et de photographier en détail l'ensemble du réseau ferroviaire. À la demande des Russes. Les Soviétiques repoussaient les troupes d'Hitler à Leningrad depuis des centaines de jours et ne tarderaient pas à les écraser. Selon eux, l'échangeur ferroviaire autour de Dresde était le cordon ombilical de l'armée allemande. En le coupant, on priverait les divisions allemandes d'approvisionnement sur le front de l'Est. La question était de savoir combien de voies il fallait faire sauter pour que ce soit réellement efficace. Brian observait la ligne de chemin de fer, en se disant qu'on ne verrait rien d'autre sur ces photos que des rails battus par les bourrasques de neige. Lorsqu'ils furent touchés la première fois, avec une violence inouïe, 50 centimètres derrière le siège de Brian, il n'avait rien vu venir. Sans prendre le temps de se retourner, James força l'appareil à une brusque accélération verticale. Brian fixa le mousqueton à son siège et sentit que l'air tiède de la cabine était aspiré vers l'extérieur. Le trou en étoile dans le fuselage avait la taille d'un poing fermé. L'orifice de sortie au plafond, celle d'une assiette. Le Mustang n'avait reçu qu'une seule balle, tirée par une arme de DCA de petit calibre. Manifestement, quelque chose leur avait échappé. Leur ascension brutale et le hurlement du moteur les empêchaient d'entendre si on continuait à leur tirer dessus. « C'est sérieux derrière ?» cria James. La réponse de Brian était rassurante. Il hocha la tête. « Alors c'est parti !» Sa phrase à peine achevée, il entama un looping, coucha l'avion sur le flanc, puis le laissa tomber à pic. Les mitrailleuses Browning du Mustang se mirent à cliqueter. Le feu nourri venant du sol leur indiquait l'axe dans lequel ils devaient tirer. Au milieu de cet océan de flammes meurtriers, il y avait quelque chose que les Allemands ne voulaient surtout pas qu'ils découvrent. Pour semer la confusion, James fit osciller le zinc de droite à gauche, tandis que les tireurs au sol tentaient en vain de les garder dans leur ligne de mire. James et Brian ne virent pas les canons, mais au son, il n'y avait pas de doute. C'étaient des Flak 40 anti-aériens dont le vacarme aurait fait dresser les cheveux sur la tête du plus courageux. James redressa brutalement l'avion à quelques mètres du sol.